Devant le public venu assister à sa dégradation, le capitaine Dreyfus hurle son innocence. 3 hommes l'entendent. Accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne, Dreyfus vient d'être condamné au bagne à perpétuité. Debris, du Journal de Genève, a été le premier à oser douter publiquement de sa culpabilité contre toute la presse française déchaînée, charriant des torrents de haine antisémite. Même Zola, à l'époque, accuse le capitaine. Mais le Journal de Genève est protestant. Dirigé par des radicaux francs-maçons, Genève est alors à la pointe du combat pour la laïcité qui divise toute l'Europe. Le capitaine Dreyfus est issu d'une vieille famille juive alsacienne qui a choisi la France quand l'Allemagne s'est emparée de l'Alsace 25 ans plus tôt. Son patriotisme ne fait aucun doute aux yeux du colonel Picquart, qui fut son professeur à l'école de guerre. Picquart est le nouveau patron du 2e bureau, le contre-espionnage français. Catholique conservateur, mais alsacien aussi, le chef des espions français clame l'innocence de Dreyfus. Selon lui, c'est un agent double du 2e bureau, le commandant Esterhazy, qui a manigancé toute l'affaire pour éloigner les soupçons de sa propre personne. Il semble que la hiérarchie française voulait garder l'agent double Esterhazy en liberté, car elle espérait intoxiquer l'Allemagne en lui transmettant de fausses informations. Prototype du lanceur d'alerte, Picquart s'oppose à son église et à sa hiérarchie. Mais le juif Dreyfus fait un coupable idéal, et le colonel Picquart, dégradé à son tour, est condamné à 1 an de prison. L'injustice pousse alors Zola à écrire sa célèbre lettre ouverte « J'accuse », qui ranime la mèche allumée par le Journal de Genève. Après Zola, la polémique enfle entre la droite catholique conservatrice, anti-dreyfusarde, et la gauche républicaine, appuyée par les minorités juives, protestantes et francs-maçonnes. Ce qui débouche sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905. L'année suivante, Dreyfus sort du bagne et retrouve son grade, tout comme Picquart, qui devient général et même ministre de la guerre. Le 3e homme, Theodor Herzl, est un journaliste hongrois, juif, correspondant à Paris du plus grand quotidien autrichien. Depuis que la République accorde des droits égaux à tous, la ville lumière est un phare pour les juifs d'Europe de l'Est victimes d'injustice et d'oppression. La vague antisémite qui submerge Paris est un choc. Chaud partisan de l'intégration, Herzl se met tout à coup à penser que les Juifs auraient besoin d'un État à eux. Il met sur pied à Bâle en 2 ans le premier congrès sioniste mondial. Les délégués de toute l'Europe s'engagent à lutter pour la création d'Israël, qui s'appelle encore la Palestine, possession turque. Protecteur des Juifs, l'Empire ottoman a dominé la Méditerranée, mais raté le virage des Lumières. Son nombre rétrécit à vue d'œil. Moscou, Vienne, Paris et Londres se partagent ses dépouilles. Chassés sans ménagement de Crimée et des Balkans, des dizaines de milliers de musulmans se réfugient en Anatolie, réclamant vengeance. Des milliers de chrétiens, arméniens et assyriens sont alors massacrés par leurs voisins turcs et kurdes. Guillaume, le Kaiser, empereur d'Allemagne, fournit argent, conseillers, techniciens et chemins de fer au sultan Abdul Hamid II, son allié. Officiellement, il condamne les massacres, mais le baron Max von Oppenheim, son émissaire secret, chuchote un autre discours. Le baron Max est l'héritier d'une dynastie de banquiers juifs. Son père s'est converti au christianisme pour pouvoir épouser sa mère. Lui s'intéresse à la 3e religion du livre. Il apprend l'arabe, lit le Coran, collectionne l'art oriental. À 32 ans, il part faire la route, hippie avant l'heure, de l'Andalousie à Damas.
Avec son ami druze Chekhi Barsalan, il se persuade que la technologie allemande et la force du djihad ensemble pourraient repousser Russes et Franco-Britanniques. Il suffirait qu'Abdulhamid, calife des musulmans, appelle à la guerre sainte. Le baron Max utilise sa qualité d'agent allemand pour tenter de le convaincre. Berlin envoie ensuite von Oppenheim prêcher la guerre sainte contre les Anglo-Français au Caire et au Maroc. 13 ans plus tard, les officiers jeunes turcs chassent le sultan pour instaurer un État-nation moderne, laïque, homogène et turcophone à l'européenne. Les minorités religieuses en font les frais. Chrétiens, arméniens, assyriens, alévis et même islamistes perçus comme étant des vestiges du passé.